bienvenue pour ce second temps autour des témoignages cet après-midi, en lien bien sûr avec l'exposition La Voix des témoins. Ce second temps est en présence de Claire Monaco qui évoquera l'ouvrage de son père Hans Kallmann qui vient d'être publié aux éditions Le Manuscrit, collection témoignages de la Shoah, donc itinéraire d'un Allemand juif, Les larmes de la Loreley. Et puis également l'ouvrage d'Elisabeth Santuc, C'est ainsi que je me souviens, qui vient également de paraître aux éditions Le Manuscrit, collection témoignages de la Shoah, en présence pour ce second temps de la rencontre avec Rosemarie Duchemin, Florence Santuc et Myriam Santuc, qui sont donc les trois filles d'Elisabeth Santuc, et également Willy Coutin, historien, professeur d'histoire-géographie, qui vous avez œuvré à l'établissement du texte et c'est vos différentes rencontres avec Elisabeth Santuc qui ont donné lieu à cette publication. Je remercie très chaleureusement Philippe Veil de présider ce second temps de l'après-midi, puisque c'est lui qui est responsable de cette collection Témoignages de la Shoah et que nous honorons aujourd'hui avec donc ces 5 ouvrages, 3 que nous venons de présenter et ces 2 cet après-midi. Donc merci beaucoup de ce temps de partage avec vous. Nous allons commencer autour du parcours de Hans Kallmann avec Claire Monaco, en discussion donc avec Philippe Veil. Et puis, dans un second temps, nous évoquerons donc le parcours d'Elisabeth Santuc. Voilà, pour un premier temps de discussion d'à peu près une quarantaine, 45 minutes. Et nous vous donnerons la parole, si vous le souhaitez, pour poser vos questions à nos invités, soit par le biais de la fonction main levée de Zoom, soit par le biais des questions-réponses. Vous pourrez ou vous poser vos questions directement, ou je lirai vos questions. Philippe, c'est à vous. Oui, bonjour à tous. Merci de nous suivre sans bouger, si je puis dire, dans ces circonstances. Et donc, nous allons d'abord parler du témoignage de Hans Kallmann et peut-être commencer, Claire, par expliquer le titre de l'ouvrage. Alors avant, qui est clair, en fait. Oui. Très bien. Bonjour Philippe, merci. Avant, je tiens à remercier ceux qui ont permis que je sois là aujourd'hui pour ce témoignage si important à mes yeux. Marcel Steinberg et Serge Klarsfeld qui a fait une magnifique préface. Et vous, Philippe, sans lequel ce livre ne pourrait pas exister tel qu'il est, parce que c'est grâce à votre extraordinaire travail de documentation et de mise en perspective historique qu'un témoignage individuel et personnel, comme celui de mon père, prend une dimension universelle, puisqu'il est remis dans le contexte. Vous avez fait un travail absolument remarquable et je tiens à vous en féliciter et à vous en remercier. Alors, ce titre. Alors, le titre, c'est Itinéraire d'un Allemand juif, parce qu'on a l'habitude, en parlant de quelqu'un, de dire c'est un juif allemand. Et je vais vous le renverser parce que mon père a toujours été, toute sa vie, beaucoup plus allemand avant que d'être juif. J'ai su, quand j'étais enfant, qu'il était allemand parce que je l'entendais de temps en temps chanter en allemand, parler allemand. Je ne savais absolument rien en ce qui concerne le fait qu'il était juif. Et les larmes de la Loreley, c'est parce que Heinrich Heine, qui est un poète allemand très, très connu et qui a écrit de nombreux poèmes, en particulier la Loreley, était quelqu'un que mon père admirait beaucoup et qui a eu un destin qui lui ressemble énormément. Non seulement il était comme lui juif allemand, non seulement comme lui il a travaillé pendant 1 an en tant que banquier, jeune banquier dans une banque à Francfort, exactement comme mon père. Ensuite, il a cherché refuge, alors lui, pour des raisons politiques et la censure, il est arrivé à Paris en 1831 et mon père presque jour pour jour en 1931. Quand il est arrivé à Paris, Heine avait 34 ans, mon père 32. Ils se sont installés en France, ils ont vécu en France, ils y sont morts. Et même dans leur vie privée, mon père a épousé une jeune femme française qui n'a jamais parlé un mot d'allemand
tout comme Mathilde, la femme de Heine. Donc, c'était vraiment une... Bon. La Loreley est un mythe allemand, un des grands mythes allemands, cette jeune femme aux cheveux blonds qui coiffe ses cheveux sur le rocher au-dessus du Rhin, et elle trouble tellement les marins que, évidemment, les navires viennent s'échouer. Et mon père, tout comme Heine, aimait énormément les mythes dans son école dont il a parlé toute sa vie, la Musterschule à Francfort. Il apprenait tous ces poèmes allemands, il en était extrêmement fier. Il est très fier d'appartenir à une nation de poètes, de grands poètes. Et il en a particulièrement souffert quand il est arrivé à Auschwitz et qu'il a entendu, il a dit, sa langue natale dénaturée, et il était tout à fait indigné et désespéré. Et c'est pourquoi j'ai choisi cette image de la Loreley qui pleure en voyant son pays et sa langue trahis et dénaturés par la folie nazie. Voilà le titre. Tout à fait. D'ailleurs, il se fait photographier en Heine. Tout à fait, en Heine. Il avait vu et encore, il ne savait pas à l'époque, quand il s'est fait photographier, qu'il allait avoir le même destin français par la suite. C'est entendu. Il est donc né à Francfort, oui. Et il vit dans un milieu assez favorisé. Alors, il est né en 1899. Il est né le 5 juillet 1899 à Francfort, dans une famille juive. Son père était d'une grande famille de la grande bourgeoisie de Cologne. Et il s'était un petit peu fâché avec sa famille. C'est pour ça qu'il était venu s'installer en tant que travailleur. Il était venu à Francfort pour travailler. Il s'était établi à son compte. Et ma grand-mère était la fille d'une famille juive qui vivait à Francfort depuis un certain temps. Ils se sont rencontrés à l'opéra, ils sont tombés amoureux et ils ont eu 3 enfants. Le plus jeune était mon père. Voilà. Il était particulièrement heureux. Ils habitaient un appartement en bord près de la campagne, en bord de ville, et il passait, le plus clair de son temps, à se promener dans la nature. Il a toujours énormément aimé la nature. D'ailleurs, tous les Allemands aiment la nature, le fameux Wort das Wandern, la randonnée allemande, et il a toujours aimé beaucoup. Il aimait la nature, les oiseaux, les insectes, il s'intéressait à la zoologie, à la botanique, et c'est par cet intérêt de la nature qu'il emmenait souvent un petit carnet à dessin qu'il a commencé à dessiner. Et il était, comme Heine était poète, et bien lui, il était aussi artiste. Il était artiste peintre, c'est un pastelliste. Voilà. Donc, il a cet amour de la nature, l'a conduit à devenir dessinateur dès l'enfance. Dès l'enfance, c'est ce qui va le tenir toute sa vie, ce qui va lui rendre service, on va y revenir. Oui. Et donc, il est dans un milieu culturel favorisé, culturellement... Oui. Mais pas imprégné de culture juive. Non, alors mon grand-père, que je n'ai jamais connu, était libre penseur. Voilà, et le fils aîné, lorsque le fils aîné était encore, quand ils ont eu leur fils aîné, il était encore un petit peu pratiquant, et il a cessé petit à petit de pratiquer complètement la religion juive. Et quand mon père est venu au monde, c'était vraiment... Alors, il l'invitait chez lui, il était très intéressé par toutes ces questions métaphysiques, et mon grand-père invitait chez lui aussi bien des pasteurs protestants que des prêtres catholiques, que des athées, enfin tout le monde. Et c'est dans un petit peu ce foisonnement intellectuel que mon père a été élevé, et il s'est révélé athée, et jusqu'à 45 ans, jusqu'à son arrestation, ce qu'il va vivre dans les camps, donc, il va rester libre penseur. Il a une jeunesse assez heureuse, très heureuse. Très heureuse. Comme, voilà. Et marqué par un drame quand même, c'est son père. À 11 ans, son père. Déjà, c'était à l'époque, j'allais dire, la médecine n'était pas très évoluée. Il est simplement tombé, il a une fracture du bras, et cette fracture n'a pas été reconnue. Donc, quelques années après, ça a dégénéré, il en est mort, et ma pauvre grand-mère est restée veuve avec 3 enfants.
qu'elle a dû élever difficilement parce qu'il y avait la Première Guerre mondiale. Le grand frère a été incorporé et a eu la croix de guerre en tant qu'Allemand dans la guerre de 14-18. Et ensuite, elle a eu beaucoup de mal. Le frère aîné, a repris avec des difficultés, mais enfin, il a fini par s'en sortir, l'affaire du grand-père. La sœur, elle a fait quelque chose qui a été très mal vu par tout le milieu juif de Francfort. Elle s'est convertie au catholicisme sans le dire à personne. Et elle donnait des leçons. Et elle a fait une thèse de doctorat qui était vraiment reconnue voilà, sur l'influence du romantisme allemand en Allemagne, du romantisme français en Allemagne. Bon. Et lui, et Hans, il travaille. Alors il a dû quitter, il n'a pas pu aller jusqu'au bac, il n'y avait plus d'argent. Il travaille ensuite avec son frère. Il a d'abord travaillé dans une banque. Non, il n'a pas travaillé avec son frère. Il a travaillé dans une banque tant qu'il a été en Allemagne. Oui. Et puis un soir, pendant la nuit, il a eu un rêve prémonitoire et il s'est rendu compte que ça n'allait plus du tout. Il voyait bien qu'il y avait des signes d'antisémitisme, qu'à l'arrêt du bus, on regardait un drôle d'air en vendant des journaux qui avaient quand même il sentait que les Juifs n'étaient plus acceptés. Oui, mais ça, c'est assez étonnant parce que c'est dès 31. Oui, c'est ça. En 1900, j'allais dire, oui, même fin 1930, il a commencé à voir qu'il y avait des scouts qui, vous savez, qui n'avaient pas accepté, que ça devenait de pire en pire et qu'il était vraiment temps. Il y a la montée du nazisme. Voilà. Et donc, du jour au lendemain, il quitte la banque. Il décide de se mettre avec son frère dans l'exploitation familiale et de partir à Paris. Donc, il passe par l'Alsace, parce qu'en Alsace, encore aujourd'hui, on parle allemand. Donc, il ne parlait pas très bien français. Et puis, il part, il réussit à convaincre sa famille et il part tout seul à Paris, il s'installe, il fonde un magasin, il fait venir un an plus tard déménager entièrement avec tous les meubles, tout ce qu'il y avait à Francfort, et il recrée à Paris, ils vont déménager 2 fois, mais il recrée à Paris l'appartement qu'il y avait à Francfort. Ça, c'est quand même très, très important parce qu'en 1931, on partait tranquillement. Voilà, on pouvait prendre ses affaires. On pouvait partir comme aujourd'hui. Voilà. Donc, j'ai la chance d'avoir tous les documents, tous les papiers, absolument tout ce qui appartenait à mes grands-parents. Voilà. Donc, son frère et sa mère viennent le rejoindre. Alors, son frère, la sœur, enfin, toute la famille vient le rejoindre et il s'installe et pendant quelques années, il apprend parfaitement le français et puis il fait des affaires en France. Voilà. Dans la bonneterie. Voilà. Dans la bonneterie, il s'installe au Sentier, dans la bonneterie. Un quartier juif. Voilà. Absolument, il travaille avec tout le monde. Voilà. Mais il est toujours libre penseur. Voilà. Et arrive la guerre. Oui, et le voilà toujours allemand. Je tiens à dire quand même 2 choses. Oui. Les 3 autres membres de la famille ont suivi, mais ne se sont pas du tout adaptés. Intégrés à la société. Non, c'est très difficile. Non, ils le vivent très très mal, cet exil. Ah, oui. Ma grand-mère ne parle pas un mot, elle a plus de 70 ans, elle ne parle pas un mot de français, c'est très difficile, elle ne parle quasiment qu'avec ses enfants et elle ne survit que grâce à l'environnement des meubles. Ma tante décide de devenir religieuse et s'engage aux côtés des sœurs de Notre-Dame de Sion pour, son but est de devenir religieuse, et mon oncle, qui était celui qui faisait marcher le commerce, est atteint de la maladie de Parkinson. Et donc, il se retrouve dans une situation très difficile parce que c'est lui qui est complètement, qui est le plus jeune et qui a la charge de la famille, qui a entièrement la charge de la famille. Et on en est là quand la guerre... Quand la guerre éclate. Quand la guerre éclate. Dès la déclaration de guerre, tous les
tous les citoyens, enfin, toutes les nationalités considérées comme C'est ennemies ça. de la France sont évidemment arrêtées. Voilà. Ce qui arrive Alors, à Hans et à son c'est frère. normal, il est C'est considéré normal. comme Il est allemand, allemand. il a son passeport allemand, tout à fait, Ouais. ils sont allemands. Donc, ils sont immédiatement priés de se rendre dans un camp et Au stade, voilà, ils sont absolument certains que quelques semaines après, on va les relâcher, et malheureusement, il n'en sera rien. Donc, on va les envoyer d'abord à Colombes. À Colombes, il est séparé de son frère et je dis dès le départ, il ne le reverra jamais puisque le pauvre homme va mourir quelques mois plus tard de la maladie de Parkinson. Et pendant ce temps-là, ma pauvre tante, au lieu de devenir religieuse, va mourir d'un cancer. Et ma pauvre grand-mère va se retrouver absolument seule à la maison. Pas tout à fait seule, je l'expliquerai par la suite peut-être. Alors, du stade de Colombes, de Colombes, il est envoyé à Nevers. Puis enfin, il va être envoyé d'un endroit à un autre. Oui, non, après, il va être envoyé de Nevers. Il va demander à être, il compte s'en sortir en demandant à être légionnaire dans la Légion étrangère, en se disant ça va être magnifique parce qu'on leur donnait la nationalité française. Bon. Et malheureusement, il est âgé, il a quand même 45 ans, il n'a jamais été très sportif et évidemment, il n'a pas du tout le profil d'un légionnaire, donc il est refusé. On l'envoie ensuite à Sépois. Légionnaire, on va l'envoyer à Saintonnet. Et ensuite, alors il était, en tant que légionnaire, il était à Saintonnet près de Lyon. Ensuite, on l'envoie à Sépois près de Montargis. Et là, c'est un camp qui est dans une ancienne verrerie. Voilà. Et ensuite, c'est terminé. On va leur dire qu'ils doivent aller ailleurs. Et on les met dans ce train qui va faire absolument toute la France, où personne ne veut d'eux. Ils sont refusés de partout parce qu'ils ne sont ni français, ni allemands. Enfin, ils ne sont rien du tout. Et on est dans on est en période de guerre. Et ils sont indésirables absolument partout. Et après cette errance, ils sont finalement accueillis au-dessus des Milles, dans le camp de la Garrigue. L'Émile va les accueillir et ils vont aller au camp de la Garrigue, au-dessus du Gardon, au-dessus de Nîmes. Et y rester quelque temps. Bon, mon père est assez content là-bas. Oui, d'après ce qu'il raconte, oui, parce qu'il aime la nature. Alors lui, de toute façon, du moment qu'il y a quelques arbres, quelques insectes et il revit. Oui, mais les conditions de vie ne sont pas formidables. Hein, non, mais il est même malade, mais bon, il s'y sent à peu près bien. Et il a toujours cette idée qu'on va lui permettre de retourner chez lui parce qu'il n'a rien fait de mal et qu'il va... voilà. Bon. Alors, il faut quand même que je parle de quelqu'un d'important qui n'est pas évoqué dans le livre. C'est quand même ma mère. En 1900, il est arrivé à Paris en 1931. En 1933, il fait la connaissance d'une très jolie jeune femme française très catholique. Il en tombe amoureux et elle va non seulement avoir avec lui une relation amoureuse, chacun vivant dans sa famille, à l'époque, vous pensez, mais aussi une relation d'affaires. Elle va vraiment s'investir énormément et l'aider beaucoup dans le développement de son commerce. Et lorsque ma pauvre grand-mère va se retrouver seule, sans enfant, elle va s'occuper d'elle. Et j'ai retrouvé des lettres, donc pendant toute cette période où il est dans les différents camps, il reçoit 2 ou 3 fois par semaine des lettres de sa fiancée qui lui dit ta maman a une grippe, ta maman ne va pas bien, elle va mieux. Elle s'en est occupée pendant 4 ans, de 40 à 44, elle s'est complètement occupée. Et en ce qui concerne alors elle se faisait beaucoup de soucis de Paris parce qu'elle voyait que les appartements des Juifs un petit peu fortunés étaient complètement vidés par les soldats allemands, bien évidemment. Et suite à ça, donc, j'ai amené ici la lettre que mon père a écrite, qui ne correspond absolument pas à la réalité, bien sûr. Il écrit à ma mère, comme si c'était une inconnue, puisque mademoiselle, ayant depuis le mois de septembre 1939 vécu uniquement au moyen de subsides que vous m'avez remis, et je ne suis pas en mesure de vous rembourser, je vous offre de m'acquitter par le transfert en pleine propriété des meubles et des objets mobiliers garnissant l'appartement situé, etc. Ce qui fait que ma mère, en tant que française catholique,
devient propriétaire de tout ce qu'il y a dans l'appartement. Ce qui lui permet de s'installer en l'absence donc de mon père, donc pendant quand même 4 ans, avec ma future grand-mère, avec cette vieille dame, et de conserver à mon père et sa maman, qu'elle va faire baptiser chez les Sœurs de Sion à Pâques 1941, pour s'assurer absolument que tout était dans les règles face à l'administration franco-allemande, on va dire, de l'époque. Et elle va garder la maman et puis les biens pendant que son fiancé... et avoir une activité commerciale, continuer à faire vivre la... Oui, parce que donc après, on ne l'a pas dit, mais après... C'est vrai qu'il n'en parle pas du tout. Alors après, pas du tout. Il n'en parle pas du tout. Je ne sais pas pourquoi. Alors, au-dessus le camp d'Émile, il avait eu la chance, avec un faux sauf-conduit qu'un camarade lui avait pris, de pouvoir s'échapper avec les anciens légionnaires et d'arriver à Lyon. Ça, c'est voilà. Et là, à Lyon, il va vraiment rencontrer ce qu'on appelle les justes. Il va rencontrer beaucoup. Il va d'abord rencontrer une dame que j'ai connue, Madame Demeure, qui était une lingère. Il va réussir à se faire démobiliser aussi. Ah ben, tout de suite. Oui, tout de suite. Tout de suite, avec ce faux oui, c'est important. Voilà, il est désengagé de l'armée. Voilà, et il va rester à Lyon et il va essayer d'y vivre. Donc, il va trouver une très brave dame, Madame Demeure, qui était une lingère, qui va l'accepter parce qu'il a fait son portrait. Il était donc pastelliste, donc il a survécu à l'époque beaucoup en faisant le portrait des gens à gauche. Et après cette lingère, il va rencontrer un prêtre qui était un juif converti, qui va lui donner une première carte d'identité, qui va lui permettre de vivre, fausse bien sûr. Il avait laissé ses papiers. Colmar, voilà. Là, sur celle-là, il avait changé que le lieu de naissance. Voilà, donc c'est la première fausse. Il en aurait une deuxième qui sera mieux, mais enfin bon, c'est la première fausse. Et il réussit à vivre un petit peu avec ses peintures, une autre de l'autre côté avec l'activité commerciale qui est maintenue par ma mère. Hein. Voilà. Bon. Et il survit comme ça jusqu'à 1900, on va dire 44, début 44, où là, on lui dit que ça commence à devenir dangereux pour lui dans le quartier où il vit, et on l'envoie chez l'abbé Glasberg. Alors là, l'abbé Glasberg lui refait une autre carte d'identité. L'abbé Glasberg, qui est aussi un juif converti. Voilà, il est connu pour son action. Non, mais je ne sais pas ce qu'il va rencontrer pour le sauver. 3 prêtres qui sont tous les 3 des juifs convertis. Donc je vais les signaler parce que c'est quand même remarquable. Voilà. Et ce deuxième prêtre qu'il va rencontrer sur son chemin va lui donner une bonne carte d'identité, fausse également, mais qui va lui permettre, et il va le mettre dans un hôtel qui appartient à des religieuses, là encore, c'est incroyable le nombre de religieux chrétiens qu'il y a eu autour de mon père pour le sauver. Ils ont sauvé des juifs, voilà, des juifs, énormément, enfin là il y en a eu dans sa vie, il y en a eu énormément, puisqu'on va bientôt parler de celui qu'il a rencontré, qu'il a sauvé à Auschwitz, donc quand même ça en fait énormément. Bon. Plus le fait quand même que étant donné que ma tante s'était convertie et elle-même dans un milieu religieux, bon. Et donc il va habiter dans cet hôtel. Alors là, il va faire venir sa maman et il pense pouvoir attendre la fin de la guerre tranquillement. Hôtel particulier, hein. Non, c'est un hôtel. Non, c'est un hôtel. Un véritable hôtel, mais qui appartenait à des religieuses. Ouais. Donc on était tranquille. On y était tranquille, on ne venait pas trop les regarder. Malheureusement, il s'est mis à peindre avec sa maman, tout allait bien, et puis évidemment, un matin en mai 44, il va acheter... Le 16 mai 44, voilà, il va acheter, alors qu'il est en train de peindre des natures mortes, des fleurs, il descend pour faire une course. Oui, parce que il lui manque un pastel. Oui, donc il lui dit ne touche pas...
j'ai mis un bouquet de fleurs, je reviens tout de suite. Et puis, bon, il est revenu après à Auschwitz, il n'est jamais revenu. Oui, c'est dans la rue. Hein. Il est dans la rue, il a été arrêté dans la rue. Oui, oui, c'est tout à fait normal. Mon papa jeune ressemblait énormément à Kafka. Donc, voilà, donc il a été reconnu. Dans une voiture de la Gestapo qui va directement. Il l'a emmené à Fort-Montluc. Voilà, au Fort-Montluc, qui est la prison réquisitionnée par les Allemands, où il y a la baraque aux Juifs, qui est une baraque en bois. Réservée aux Juifs, où il n'y a pas que des Juifs, il y a aussi des amis des Juifs. Hein. Il y avait aussi un prêtre catholique, enfin, il y avait des résistants, d'une manière générale. Ils sont clairement mis à part, dans des conditions encore plus mauvaises qu'une prison. Quoi. Oui. Et il est... et là, il reste très peu de temps. Oui, enfin, on en avait parlé récemment, oui, tous les deux. Il est très, pour la première fois de sa vie, il rencontre un groupe, les Juifs qui étaient là-bas avaient fait quelque chose d'extraordinaire. Tous les soirs à la même heure, quand arrivaient ceux qui avaient été arrêtés dans la journée, ils faisaient un accueil en très chantant chaleureux. Et en criant et en disant « Bienvenue, bravo, vous êtes là, qu'est-ce qu'on est content ». Et c'était vraiment extraordinaire pour eux. Et mon père a trouvé ça formidable, d'une grande générosité. Et ça l'a beaucoup marqué, qu'il ne connaissait pas. Bon, après, on va peut-être aller un petit peu rapidement sur le fait après, il va rester que 4 jours. Bon, ensuite, il va être transféré à Drancy. Évidemment, oui, j'allais dire Gare de Lyon, Drancy. Et là, très rapidement, il va être déporté puisque c'est le convoi 75. Alors, un petit mot sur Drancy quand même. Oui, un petit mot sur Drancy. Drancy est particulièrement, je trouve particulièrement atroce. Parce qu'à Drancy, les Juifs se sentent bien. Ils se sentent très bien, enfin, d'après ce que... Oui, c'est la période où il y a plusieurs périodes. Moi, je parle uniquement de l'expérience de mon père. Bon, les Juifs, je termine, les Juifs se sentent bien pour plusieurs raisons. La première, c'est que tous les magasins, enfin, l'organisation est tenue par des Juifs. Et des Juifs qui sont très compétents. Alors, il doit aller chez le coiffeur, il doit aller chez le dentiste, il dit c'est magnifique, des gens charmants, évidemment, qui vous soignent parfaitement bien. On leur raconte qu'ils vont partir dans une espèce d'Eldorado. C'est ça que je tiens à raconter. Oui, c'est pour ça. Mensonge, oui, c'est pour ça que je dis que c'est particulièrement atroce, parce qu'il me raconte. Mon père a raconté que les gens étaient vraiment très détendus. Tous les soirs, il y a un chanteur d'opéra juif qui vient faire chanter. Les gens chantent, dansent, les amoureux s'embrassent. Enfin, vraiment. Et la veille, on fait carrément une fête. On leur dit de tout donner parce que là-bas, ils vont tout retrouver dans cet état juif dans lequel ils vont aller. Mon père n'est pas dupe du tout. Mais peut-être comme on l'a dit parce qu'il connaît bien l'Allemagne et les Allemands, mais les trois quarts tombent dans tous les pièges, font venir, parfois il raconte une femme qui n'était pas juive et qui aurait été tout à fait sauvée. Quand il entend ça, il lui dit non, viens, tu vas venir avec moi, on va partir de Drancy, c'est magnifique. Donc il raconte plusieurs histoires comme ça qui montrent que il tombe très facilement dans. Non, mais le secret était très bien gardé, hein, oui, puisque c'est Pichipoy, la destination. Mon père a marqué une phrase disant que du spectre naîtra le vengeur. Enfin, mon père sait très bien qu'il ne va pas du tout dans un Eldorado. Pas du tout, mais il a du mal à convaincre ses amis qui chantent et qui écrivent sur les murs « Paname, à bientôt, on va te revoir ». Enfin, c'est particulièrement affreux. Voilà. Alors après, c'est le départ dans le convoi 75. Et comme vous le disiez, ce qui est frappant, c'est ce qu'il dit à l'arrivée, c'est qu'il ne s'attend pas à entendre comme ça sa langue adorée, l'allemand. Oui. Quand il arrive vociférer, c'est absolument là, il a vraiment un choc absolument terrible. C'est la première chose qui va le frapper, ça, et puis la fameuse maman blonde avec les deux petits-enfants qui jouent et dont il va apprendre que quelques heures après, elle n'existera plus. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de terrible. Dès le départ, il y a la sélection. Alors, dès le départ, il y a une sélection et mon père ne tombe pas dans le piège dès qu'on arrive. On lui demande son âge. Il a 45 ans et automatiquement, il comprend qu'il ne faut surtout pas dire ça. Il dit qu'il a 40 ans. Ça lui sauve la vie dès le départ.
Voilà, Ouais, ça c'est la première chose. Sur les 1000 du convoi, il y en a 263 qui sont conservés pour le travail et les autres vont Voilà. à la chambre à gaz. Et vu son âge, il savait très bien Oui, qu'il oui, aurait fait effectivement. partie de… Voilà, ça, il l'a très vite tout de suite compris. Et après, eh bien, ça va être la vie que, malheureusement, que l'on connaît. Oui, mais lui, il ne va pas rester à Birkenau, où il arrive, il va être transféré à Auschwitz, le camp principal Le d'Auschwitz. camp principal d'Auschwitz. C'est Qui là est une ancienne caserne. oui, c'est là qu'on va le tatouer, hein, à 11 880. Et c'est là qu'il va commencer la vie très difficile. Alors, j'ai remarqué en relisant le livre qu'il y avait un épisode dont il m'a parlé. Il ne m'a pas parlé de grand-chose, mais qu'il avait, dans un premier temps, dès l'arrivée, on lui avait demandé quel était son métier. Oui. Et il avait répondu « je suis peintre ». Or, en allemand comme en français, le mot peintre a deux sens. Artiste peintre ou peintre en bâtiment. Et évidemment, à Auschwitz, on a compris qu'il était peintre en bâtiment. Et c'était très bien, on l'a mis. Ce n'était pas un travail trop difficile. Ils ne l'ont pas gardé 48 heures parce qu'il ne savait absolument rien à la peinture. Oui. Et on l'a malheureusement très vite mis dans quelque chose de beaucoup plus difficile qui était le charbon. Oui, c'est les convois de charbon qui arrivent au-dessus de Silésie, qui alimentent qui était un travail particulièrement difficile. Là, il va connaître, comme tout déporté, les coups, la faim. Alors, il va connaître les coups, il va connaître la misère, il va connaître la faim, le froid, l'humiliation. Alors, je dirais en tout premier, véritablement, la faim. Oui, la faim. Il va souffrir de la faim de manière affreuse. Et dès les premiers jours, il se dit « je ne vais pas pouvoir survivre, c'est pas possible ». Et c'est là que vont entrer en jeu tous les camarades déportés, les juifs. Alors les juifs hongrois et les juifs polonais, en particulier les juifs hongrois, qui sont très très pieux et qui, au contraire de mon père, croient en Dieu énormément et qui vont prier et qui sont absolument remarquables. Et il va être très impressionné. On peut leur dire n'importe quoi, on peut les frapper, ils continuent de prier avec la même foi et ça impressionne mon père qui se dit mais comment peuvent-ils arriver à une chose pareille alors que Dieu n'existe pas, c'est ce qu'il pense. Et il va rencontrer, alors beaucoup plus, je ne vais pas raconter tout le livre, mais il va rencontrer un personnage particulièrement extraordinaire qui est Landemann. Alors Landemann, là encore, c'est le troisième dont je vous parlais tout à l'heure, c'est un juif qui, lui, est devenu moine franciscain et qui lui dit, écoute, je vois que tu n'y arrives pas, si tu veux survivre, il n'y a qu'un seul moyen, il faut prier Dieu. C'est la seule chose à faire, alors tu n'as pas le choix, commence à prier. Mon père se dit, mais c'est pas possible, comment vous priez? D'abord, je ne crois pas en Dieu, comment est-ce que je peux prier? Il lui dit, écoute, je vais t'apprendre le rosaire. Et là, j'aurais voulu simplement vous lire un tout petit passage, parce que c'est quelque chose qui est… il lui dit, maintenant, il faut que tu récites le rosaire, vous vous rendez compte, c'est le chapelet. Mon père a 45 ans, qui est non-croyant. J'acceptais pour ne pas le blesser, mais je me sentais très gênée. J'avais été élevée dans un milieu juif libre-penseur et personnellement, je ne pratiquais aucune religion. Je croyais tout au plus à un Dieu appelé nature, qui ne pouvait être influencé par une prière. J'avais l'impression de me prêter à un jeu enfantin, indigne d'un homme instruit. Bon, alors on en est là. Il apprend quand même le rosaire et il prend l'habitude de le réciter tous les matins pendant toute la période où il décharge du charbon, qui est la période la plus difficile, et ça lui permet de s'évader complètement du camp. À tel point qu'il y a des capots qui, en le voyant, disent « Regarde celui-là, il est ailleurs, c'est même pas la peine de lui parler ou de le frapper parce qu'il ne s'en rend même pas compte. » Donc la prière lui rend de plus en plus service et il se rend compte que finalement, il y a peut-être un Dieu et qu'en tout cas, ça peut être vraiment intéressant de le prier, de s'adresser à lui. Et alors, il y a là la partie qui me paraît la plus intéressante, si on puisse dire, ou enfin originale du livre, qui est la série des miracles. Alors, il y a
lui, pour mon père, ce sont vraiment des miracles. On est à Auschwitz, un déporté ne peut pas vivre sans avoir le minimum, c'est-à-dire des chaussures, une chemise, le calot et l'écuelle de repas. Ça peut paraître ridicule, mais sans ça, c'est la mort absolue en 24 heures, s'il y a quelque chose qui manque comme ça. Alors un soir, je ne peux pas tout raconter, je pense, mais l'histoire du calot peut-être. Alors le calot, alors on lui vole son calot pendant qu'il est aux toilettes, enfin on lui vole son calot. Sans calot, c'est pas possible. D'abord, il faut qu'il l'ait pour dire au revoir le matin devant les SS pour revenir. Ensuite, ça le protège du froid et surtout, le calot lui est indispensable pour prendre la soupe chaude, la seule chose qu'on lui donne, et pour ne pas se brûler. Donc, il faut un calot pour ne pas se brûler. Donc, et il a perdu son calot, il se dit, je vais mourir. Il s'endort désespéré au milieu de la nuit, il doit aller aux toilettes, donc il se lève, il va aux toilettes et à la lumière, tout seul dans les toilettes, il voit par terre un calot. Et il se dit, ça c'est pas possible, parce que vous pensez bien, d'abord c'était interdit, on n'avait pas le droit d'avoir le calot en toilette. Enfin, il explique longuement que c'est totalement impossible, et il prend cela comme un signe de Dieu qui vient lui venir en aide. Et bon, je vais en raconter un deuxième peut-être, non, un deuxième. Oui, possible. Un deuxième, alors un jour, on lui vole son repas. On lui vole son repas et évidemment, c'est pas possible. Et ensuite, je crois qu'il y a un dimanche, enfin, il serait 48 heures sans manger, c'est la mort assurée. Il ne tient pas debout, c'est la mort assurée. Il s'adresse à Londeman qui lui dit, écoute, c'est pas possible, moi j'ai juste pour moi, je t'ai donné des prières pour la Vierge Marie, débrouille-toi avec elle. Et il se dit, mon Dieu, c'est pas possible. Et plein de honte, parce que quand même, il ne croit pas à la Vierge Marie, il faut le dire, surtout lui. Bon. Et il récite « Je vous salue Marie » et il demande à la Vierge de l'aider. Et à ce moment-là, sort en face un jeune homme qui traverse absolument la foule des autres déportés, vient devant lui donne une assiette chaude de soupe et lui dit « mange, prends et mange ». Il est complètement bon, il mange cette assiette qui lui sauve la vie, l'autre reprend rentre et il ne le reverra jamais plus, c'est complètement invraisemblable. Alors, il y a à peu près 4 épisodes comme ça qui se passent et il comprend qu'il est, d'après lui, dans son interprétation, qu'il est à Auschwitz parce que Dieu l'avait choisi pour y être, que c'est pour la punition de ses péchés qu'il avait vécu en quelque sorte en mécréant, mais que maintenant il a bien reconnu que Dieu existait. Et il y a l'histoire de la Bible qui est dans une des... On a encore le temps de la raconter ou non oui. Alors il monte, il avait remarqué dans leur chambre que il y avait des juifs et des non-juifs qui régulièrement montaient, regardaient sur une couche, enfin, sur un lit, toute la journée. Il y avait comme ça des promenades. Enfin, et il se disait, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a quelque chose là-haut? Donc il est allé vérifier. Et il y avait une grande image de la Vierge Marie et à côté une Bible en allemand. Et c'était tous les croyants qui avaient mis cela là-haut parce que c'était absolument interdit d'avoir quelque chose d'imprimé, qu'il avait caché et qui venaient prier. Et là, donc un soir, mon père découvre cela et ça s'ouvre par hasard, la Bible en allemand s'ouvre à une page de la Bible et, pas la lire, mais il comprend que c'est Dieu qui lui parle et qu'il comprend pourquoi il a été à Auschwitz et qu'il meure ou qu'il vive. Il reprend espoir et cette foi en Dieu va l'aider jusqu'à la fin. Donc c'est quand même quelque chose, il est rentré athée, il en est sorti croyant. C'est ça qui fait la très grande originalité de ce texte. Oui. C'est quand même de voir... Voilà, de voir à quel point quelque chose d'aussi abominable que ce qu'il a vécu, l'a au contraire porté à devenir quelqu'un d'après lui, de meilleur, peut-être voire même de plus heureux par cette expérience mystique que je retirerai surtout de son aventure pour le reste, évidemment. Et puis, bien sûr, il n'aurait jamais pu survivre sans rencontrer tout au long de son séjour des gens qui l'ont aidé. Il a reçu une aide. Une aide de tel capot qu'il a pris
quand il n'avait plus de chaussures, au lieu de l'envoyer, en disant non, je ne peux pas l'envoyer travailler. Donc, ça lui a permis de rester un jour au sec. Un autre qui était coiffeur dans la vie civile, un allemand, qui lui a dit je vais te prendre pour faire le ménage. Et en fait, ça lui permettait de se reposer pendant 2-3 jours. Donc, ce sont vraiment des gens. Un autre, un Polonais, qui lui a donné un morceau de pain. Enfin, le séjour à Auschwitz, bien sûr, il y a tous les coups, tout ce que l'on voit. Mais il y a, en ce qui me concerne, comme une espèce de... Comme si c'était comme un petit poussé, vous voyez, qui aurait mis à chaque fois quelqu'un, un petit geste pour l'aider à s'en sortir et sans lequel il n'aurait jamais pu s'en sortir. Et donc, vers janvier, le mois de janvier 45, il va rester. Il est très malade. Alors, il vient, alors, avant le mois de janvier, donc vers le mois de décembre, un SS l'a violemment blessé avec une chaîne et lui a fait une énorme blessure à la jambe. Donc, cette blessure va s'infecter et il est envoyé à l'infirmerie. Et ça va se révéler très positif. Oui, puisqu'il va se cacher, il est à l'infirmerie avec une forte fièvre. Il a 42 fièvres, il est à l'infirmerie. Et c'est à ce moment-là que les SS viennent chercher tout le monde pour évacuer le camp et faire une longue marche. Et lui refuse. Les camarades, lui, viens avec nous, on s'en va. Et il dit non, de toute façon, je suis beaucoup trop malade. Et il va rester à l'infirmerie. Oui, ce qu'on appelait après les marches de la mort. Voilà, et effectivement, il n'aurait pas survécu avec sa blessure, il aurait été achevé. Voilà. C'est en hiver. Il a refusé de le faire. Les évacuations sont provoquées par l'avancée des troupes soviétiques. Tous les déportés vont être jetés sur les routes pour rejoindre l'Allemagne, en fait. Voilà. Le centre de l'Europe. Et donc, lui va rester à l'infirmerie de Auschwitz I, comme Primo Levi sera à l'infirmerie de Auschwitz III Monowitz. Et ils vont être libérés donc, par les soviétiques qui découvrent le camp le 27 janvier. Tout à fait, oui. Et 45. Qui vont ensuite lui faire tourner un film. Oui, pour qui il va faire des tableaux aussi. Oui, alors il y a un soldat qui a des grands problèmes parce qu'il faut qu'il fasse un portrait de Staline. Oui, et il n'y arrive absolument pas. Et mon père arrive et fait immédiatement un portrait de Staline qui est d'ailleurs dans le livre. Oui. Et les soviétiques vont tourner un film de la libération des camps. Oui, reconstituer. Reconstituer. J'ai eu la grande chance de le voir il y a quelques années au mémorial de la Shoah. Et j'ai reconnu tout de suite mon père. Ouais. Voilà. Oui, ça c'est assez... oui, c'était magnifique. Tout à fait. Donc il va... il va être ensuite à Katowice. Katowice, où c'est un centre où ils ont ouvert un hôpital organisé comme ils pouvaient. Et il va là encore pratiquer son art, c'est-à-dire faire des tableaux de toutes les personnes qu'il peut rencontrer, des portraits, également à Odessa. Oui, parce qu'il va faire le trajet d'être emmené par les soviétiques jusqu'à Odessa, où il va rester quelques semaines quand même. Quelques semaines. Avant d'avoir un transport par bateau jusqu'à Marseille. Oui, à propos de Marseille, je voudrais dire quelque chose d'important. À Marseille, il dit, c'est là, à Marseille, je suis désolée, que j'ai entendu les dernières remarques antisémites et déplaisantes par les Français. Parce qu'ils sont accueillis pour être vérifiés dans l'état de santé. Par les Français. Et j'ai oublié de dire quelque chose qui moi, m'a particulièrement interpellée quand j'ai lu ces mémoires. C'est le fait qu'à Auschwitz, il y avait quand même une hiérarchie absolument atroce parmi les prisonniers, parce que moi je m'étais aussi imaginé que quand on est prisonnier des nazis dans un camp de concentration, on les déteste tellement que tout le monde va céder et tout le monde absolument pas. Mon père explique bien que tout le monde, alors en particulier les Français qui étaient là-bas, les Français, les résistants français, et les tziganes, puisque c'est ce qu'ils racontent, sont particulièrement antisémites et très fiers de dire que eux, quand même, ils sont certes dans un camp de concentration, mais ils sont quand même au-dessus des Juifs. Et c'est quelque chose qui est tellement abominable
qu'on n'arrive pas, si vous voulez, à le croire. C'est l'imprégnation de la propagande allemande, hein. Ça c'est divisé pour régner aussi, c'est très bien. À Auschwitz, on voit les nationalités, les confrontations entre nationalités aussi, hein. C'est vrai. Même des juifs. Mais il a été voir d'autres, il y a d'autres non-juifs, d'autres nationalités qui sont tout à fait corrects avec lui. Il le dit, il tient à préciser, je suis désolée, de manière très ferme, qu'à plusieurs reprises, les Français lui ont refusé du pain, les Français ont été vraiment, et les tziganes, parce qu'il est dans un premier temps, il est dirigé par un tzigane, desquels vont tous être, les capots qui vont tous être massacrés bien avant, mais qui montrait que quand même, face à des juifs, c'était vraiment, c'est quelque chose qui est particulièrement atroce à l'intérieur d'un camp de concentration. Je crois que c'est quand même une remarque qui me paraît particulièrement digne d'intérêt. C'était très volontaire, hein, de la part des nazis, oui, mais même malheureusement, ça a réussi. Parce que heureusement, on pourrait penser que dans une... Et donc, voilà, alors, après, il va revenir, il va épouser votre... Il revient. Il va se convertir pour... Alors, il se convertit. Non, mais il ne se convertit pas plus que ma grand-mère. Ils ont été dans une église être baptisés pour avoir le papier de baptême. Alors, ma grand-mère, c'est pour lui sauver la vie pendant la guerre. Mon père, c'est tout simplement pour pouvoir épouser ma mère. Il faut quand même dire, pour mettre une note un petit peu souriante, que le jeune couple avait vraiment... n'avait pas fait quelque chose qui rendait la vie facile aux deux grands-mères. Elles étaient toutes les deux veuves, aussi bien ma grand-mère maternelle que paternelle, et elles avaient tout souhaité pour leur enfant, sauf pour ma grand-mère allemande, une jeune femme française catholique. Elle voulait absolument une juive allemande, ce qui est tout à fait normal, et ma grand-mère catholique ne souhaitait qu'un Français catholique. Bon, donc c'était absolument pour elle une situation très difficile à vivre. D'ailleurs, pendant les 4 années, ça n'a été facile ni pour ma mère en tant que jeune femme, ni pour ma grand-mère en tant que vieille dame, de vivre en communauté avec quelqu'un qui ne parle même pas un mot de votre langue et qui ne partage ni la même religion, ni la même culture, ça a été une situation quand même un petit peu difficile. Mais je trouve qu'il raconte très bien. Il y a quand même un esprit très positif chez lui. Alors, il faut aussi dire que le livre se termine, Philippe, il faut le signaler, ne se termine pas par la libération et l'arrivée en France. Non. Il se termine par des lettres. Et je pense que ces lettres sont essentielles. C'est parce que vous les avez ajoutées. Hein. Ça fait pas partie de son témoignage même. Non, mais bon, on a décidé de les mettre parce qu'elles sont intéressantes. Il a écrit à ses camarades de classe. Ouais. Alors, il faut quand même signaler que, je le redis, le titre du livre, c'est un Allemand juif. Donc, étant allemand, tous les Allemands essayent chaque année de se retrouver, encore aujourd'hui. C'est une habitude allemande quand on a été à l'école ensemble. Et lui, qui avait tellement aimé son lycée, à peine la guerre finie, contrairement à énormément de juifs qui ne voulaient plus jamais entendre parler d'Allemagne, il s'est empressé de rechercher ses anciens camarades de classe, qu'ils soient juifs ou non juifs, et quelques années plus tard, ils se sont retrouvés. Et j'ai été témoin d'une scène absolument extraordinaire. C'était, je crois, c'était en 1972. Ils se sont retrouvés, toute la moitié à peu près d'une classe, avec le professeur principal qui devait avoir, Philippe, 95 ans, ce pauvre homme, et qui était sur une chaise roulante. Et il y avait là des Allemands, des nazis, des juifs, enfin tous autour de ce professeur. Et c'était extrêmement émouvant. Oui. Voilà, et ça se termine par un esprit. Alors mon père a toujours dit, je ne veux absolument pas oublier, c'est pour ça que je témoigne, il ne faut pas oublier, mais il faut pardonner. La haine ne sert à rien et Dieu est là pour tout le monde. Et il termine en disant,
qu'avant, il y avait beaucoup de sortes d'hommes pour lui. Il y avait des juifs, il y avait des chrétiens, des Français, des Allemands. Il dit, après Auschwitz, il n'y a que deux sortes d'hommes pour moi, ceux qui croient en Dieu et ceux qui n'y croient pas. Ce qui montre une métamorphose totale. Totale. Voilà, on peut terminer. Je voulais juste dire que quand même, c'était vous qui aviez traduit avec talent le récit de votre père. Et que, qui a écrit en allemand parce qu'il n'a pas réussi à l'écrire en français après avoir essayé. C'est pour ça que c'est un allemand. Vous voyez, il ne réussit même pas. Je vais bientôt, prochainement, dans les années à venir, refaire le livre en version allemande. Nous travaillons, il n'a pas besoin de le refaire. Enfin, il est déjà écrit en allemand. Nous l'avons traduit. Et maintenant, il est... De faire l'édition allemande. Oui. Et on va peut-être voir s'il y a des questions. Alors, s'il n'y a pas tout de suite des questions, peut-être on va, parce que je crois que le public a l'habitude que toutes les questions soient rassemblées à la fin du rendez-vous. Donc, peut-être ce qu'on peut faire, c'est, pour l'instant, oui, il y avait une question sur le numéro du convoi, mais je crois que vous l'avez évoqué tout à l'heure. 75, c'est le convoi 75. Voilà, il y a plusieurs personnes qui saluent effectivement la singularité du parcours de votre père. Alors, ce qu'on peut peut-être faire comme le temps avance, c'est engager ce second temps autour de l'ouvrage d'Elisabeth Santuc. Voilà, Philippe, je vous repasse tout de suite la parole et puis on pourra faire le temps des questions groupées éventuellement aussi au sujet du livre d'Hans Kallmann après ce temps autour de l'ouvrage d'Elisabeth Santuc. Merci. Bon, au revoir. Au revoir. Oui, nous allons donc passer au témoignage d'Elisabeth Santuc et peut-être passer la parole à quand même celui qui a beaucoup œuvré pour que ce texte existe, fort heureusement. Donc Willy Coutin, qui connaît bien ce témoignage et qui va peut-être nous parler déjà des circonstances dans lesquelles il a pu avoir cet important témoignage de cette juive de Transylvanie qui va perdre la quasi-totalité, sauf un frère. C'est ça. C'est ça. Je vous montre, voilà, je vous montre la couverture de l'ouvrage, donc dans la collection Témoignages de la Shoah, aux éditions du Mémorial et le manuscrit. Le livre est sorti il y a un an déjà, au mois de janvier de l'année dernière, 2020, et puis bon, la crise sanitaire est passée par là et comment dire, la publicité, la promotion du livre a dû être reportée. Il y avait quelque chose de prévu dans la commune où vivait, où a vécu longtemps après la guerre Elisabeth, sur le bassin d'Arcachon, à la Teste de Buch. Il était prévu une rencontre aussi organisée par la municipalité. Ça a été reporté également. Voilà, on va se déplacer. On va aller en effet en Europe centrale et pour évoquer le parcours d'Elisabeth Brody, Eugénia Brody. C'est ainsi qu'elle est nommée sur son registre de naissance, et le prénom Elisabeth était un prénom affectueux donné au sein de sa famille, et ce n'est qu'après la guerre, enfin ce n'est qu'à la fin de la guerre en 1945 que Elisabeth est arrivée en France et pour y passer le reste de sa vie. Et bien occupé, avec seul rescapé avec un de ses frères. Ils étaient cinq frères et sœurs, seul rescapé de la Shoah. Et arrivée en France, Elisabeth a tout de suite fondé une famille. Enfin, s'est mariée, je vais préciser dans les circonstances de ce mariage, on va dire immédiatement après la guerre, et pour avoir un premier enfant dès l'année suivante, dès 1946, et ensuite sept autres enfants, 5 garçons, 3 filles. Et c'est un grand plaisir de partager cette présentation, cette rencontre avec les 3 filles d'Elisabeth, Rosemary, Florence et Myriam. Florence et Myriam qui ont participé à l'élaboration de ce texte, qui sont même à l'origine de l'élaboration de ce texte. Et Elisabeth a commencé à parler de son histoire à l'initiative
d'enseignants sur le bassin d'Arcachon, des professeurs d'histoire-géographie qui l'ont encouragée à intervenir auprès de classes. Et ensuite, pendant une vingtaine d'années, chaque année, elle consacrait beaucoup de son temps à ce type d'intervention. Et d'être encouragée aussi de mettre par écrit, de commencer à mettre par écrit ses mémoires. Donc, une entreprise qu'elle a débuté, qu'elle a commencé avec ses deux plus jeunes filles, Myriam et Florence. Je leur demanderai tout à l'heure de nous parler un petit peu de cette élaboration. Je vais en premier vous présenter le récit d'Elisabeth Santuc. Moi, j'ai fait sa connaissance beaucoup plus tard, en 2005 seulement, à l'occasion de l'organisation d'un voyage scolaire. Je répondait alors à une proposition de participation à un voyage en Pologne, plus précisément dans le cadre de l'organisation de la Marche des Vivants. Cette semaine passée a eu lieu la Yom HaShoah, et vous le savez peut-être, vous le savez sans doute, à cette occasion, chaque jour de Yom HaShoah est organisé à Auschwitz une Marche des Vivants regroupant des jeunes du monde entier, participant donc à une manifestation marquant la présence sur ces sites de jeunes. Il s'agit de jeunes scolaires juifs, mais aussi non juifs. Et justement, en 2005, c'était une année où cette organisation s'ouvrait aussi à des scolaires non juifs. Et donc, j'avais répondu à une sollicitation qui était venue du rectorat de Bordeaux et par le relais du Centre culturel juif de Bordeaux, le Centre Yavneh, de participer à la Marche des Vivants 2005. Et donc, c'est lors de la préparation de ce voyage que j'allais effectuer avec une petite vingtaine d'élèves, des élèves de première, de terminale, qu'en me rendant au Centre culturel juif de Bordeaux, j'ai fait la connaissance d'Elisabeth, une connaissance un peu à distance, pour écouter son récit. Et ce premier voyage de 2005, et pour elle, c'était la première fois qu'elle retournait sur place, qu'elle retournait sur le site d'Auschwitz-Birkenau. Ce premier voyage était suivi de 3 autres, 4 au total, et que nous avons fait à chaque fois ensemble. Et pour le deuxième, qui a eu lieu en 2007, la préparation directe avec elle a été plus construite, et c'est vraiment là où j'ai fait sa connaissance. Et c'est au retour du second voyage, c'était également une Marche des Vivants, que nous nous sommes mis d'accord pour creuser le premier jet qui avait été effectué, le premier écrit qui avait été effectué avec ses filles, car je voyais bien qu'Elisabeth avait été habitée évidemment par toute cette époque, et surtout avait une mémoire, gardée en mémoire des détails de façon très très précise sur les différents membres de sa famille, nombreux disparus. Le premier chapitre, la première partie du livre s'ouvre d'ailleurs sur la présentation de sa famille, de ses deux côtés, du côté de son père et du côté de sa mère. Son père est Menachem Brody, est lui originaire d'Oujhgorod. Oujhgorod, c'est à l'époque en Slovaquie, enfin en Tchécoslovaquie, dans la partie slovaque. Mais Menachem est né en 1897. À l'époque, donc, cette région faisait encore partie de l'Empire d'Autriche-Hongrie. Et oui. Ah, pardon, j'entendais une. Et sa mère, elle, Rachel Lazare, elle est originaire de Vedin. Vedin, c'est en Transylvanie, à l'époque aussi dans l'Empire d'Autriche-Hongrie. Elle est de 1897, elle aussi. Et Vedin se trouve à une 50aine de kilomètres à l'ouest de Cluj. Les deux jeunes personnes, Menachem et Rachel, vont se rencontrer en 1923 à l'occasion d'une bar mitzvah chez des personnes communes à Cluj, et vont
vont très vite se lier et Menachem de s'installer à Uedin avec la possibilité de trouver un travail chez son beau-père, qui lui était comptable, le père de Rachel, qui lui était comptable dans une entreprise de production de vin, enfin un commerce de vin, pardon. Et le couple de se marier au début de l'année 1923, en mars 1923, et 9 mois après, c'est la naissance d'Elisabeth, d'Eugénia, donc Eugénia Brody, en décembre, le 8 décembre 1923. Vont venir quatre autres enfants. Ensuite, Léopold, Alexandre, dont on parlera, et Alexandre est le frère d'Elisabeth qui a survécu à la Shoah, et dont on parlera, et le récit de ce frère survivant, ce livre que j'ai montré tout à l'heure. J'ai eu la chance de le rencontrer aussi, Alexandre, qui lui est installé en Israël. Un troisième frère, jeune frère, Ernestin, que la famille appelée, enfin au sein de la famille qu'on appelait affectueusement Poutsiou, et puis la petite sœur le dernier enfant, deuxième fille de la fratrie, petite sœur d'Elisabeth, Eva, voilà, qui elle est née juste un peu de temps avant la guerre, qui est née en 1937. Ce qui est marquant dans le récit, tout le début, enfin, à peu près toute la première moitié du texte d'Elisabeth, présente les années d'avant-guerre, et marqué par le bonheur d'une vie simple. Son père, après avoir travaillé donc chez son beau-père, chez le grand-père d'Elisabeth, s'est vu proposer un poste de gérant des bains publics de la ville de Uedin, hammam, bains publics, et au sein duquel se trouvaient les bains rituels pour la communauté juive. Uedin, c'est une petite ville, hein, c'est une petite ville de moins de 10 000 habitants, avec une communauté juive pendant l'entre-deux-guerres d'à peu près 2000 personnes, avec 3 synagogues qui étaient présentes dans la ville. Menachem est très pratiquant, il va tous les samedis à la principale synagogue, la synagogue orthodoxe de la ville de Uedin. La vie au quotidien dans la famille d'Elisabeth est très respectueuse des traditions. Toutes les fêtes, le Shabbat régulièrement, toutes les fêtes sont célébrées aussi à la maison, et en lisant le récit d'Elisabeth, on y voit l'attachement à ce passé, l'assiduité de sa famille à ses traditions. Sans doute on le verra, enfin j'en parlerai, le fait qu'ensuite, quand elle est venue s'installer en France, et en se mariant avec un non-juif, pendant très longtemps, la judaïté d'Elisabeth a dû être mise de côté. C'est beaucoup plus tard, c'est à partir des années 1960 seulement qu'elle reprendra reprendre un contact avec une pratique de cette judéité. Voilà, donc une enfance vraiment, vraiment heureuse, hein. Il y a des très belles pages, moi, je trouve, dans ce livre sur voilà, les liens qu'elle a avec ses parents, avec ses frères et sœurs, avec un attachement tout particulier pour sa petite sœur. Elle évoque aussi dans cette première partie du livre bien la vie dans cette ville de Uedin qui se passait, ou la cohabitation entre les communautés, hein. On est alors, donc après la Première Guerre mondiale, l'Empire d'Autriche-Hongrie a disparu, et Uedin se trouve en Roumanie, dans une Roumanie qui a vu ses frontières
élargi après la Première Guerre mondiale, mais en fait dans une région qui est à majorité hongroise, dans une région, donc la Transylvanie, qui a été prise à la Hongrie à la fin de la Première Guerre mondiale pour grossir le territoire de la Roumanie. Et donc une ville, comme dans toute la région, qui est assez composite, et où la cohabitation, de ce qu'on s'en souvenait donc Elisabeth, où la cohabitation se passe bien. Elle fréquente avec ses frères et sœurs l'école publique, où l'enseignement se fait en roumain, mais et en ayant des amis aussi bien chez les juifs que les non-juifs, roumains ou hongrois. Les Hongrois sont majoritaires dans cette région de Transylvanie. Mais la cohabitation donc, se passe bien. Mais bon, il y a des signes avant-coureurs, et elle se souvient très bien à l'âge de 5 ans, 4 ans, 5 ans, du passage d'un convoi de jeunes nationalistes roumains par Uedin, et qui sont manifestés violemment, bruyamment. Ils s'en sont pris à une des synagogues de la ville de Uedin, mais là à la fin des années 20, et où elle raconte que une des synagogues a été pillée, que les objets ont servi de bûcher sur la place publique de Uedin. La chose avait marqué déjà. Et enfin, elle avait marqué, en tout cas, elle s'en souvient alors qu'elle n'avait que 5-6 ans, et elle raconte aussi comment elle pouvait voir ses parents, notamment son père, les parents étaient soucieux de se tenir informés, bien sûr, et de la montée des fascismes là dans l'entre-deux-guerres sur le continent européen. Voilà. Mais tout en essayant de masquer au plus une inquiétude. J'en profite pour cette remarque. Le récit, quand on prend le récit d'Elisabeth en sa globalité, et donc quelqu'un qui a vécu au cœur de l'Europe, c'est étonnant de voir comment la famille pendant très longtemps a été préserver, comment dire, des informations. Enfin, je n'ai pas trouvé le terme juste, pas préserver, mais n'a pas été, voilà, n'était pas au courant directement de tout ce qui a pu se passer par la suite, alors que cette famille se trouvait au cœur de l'Europe. Les choses ont changé, bien sûr, avec l'entrée en guerre, et concernant leur région. Donc la Transylvanie, le grand bouleversement a lieu à l'été 1940, après la défaite de la France, donc au printemps 1940. Et avec le grand espoir, elle l'évoque, Elisabeth l'évoque, le grand espoir que l'on pouvait porter sur l'intervention des Anglais et des Français contre l'Allemagne après l'attaque de la Pologne. L'échec de la France, donc en 1940, a été ressenti comme un grand choc. Elle le dit, elle l'évoque dans son livre également. Et donc, en août 1940, la Roumanie se voit démantelée, enfin à l'été 1940, et la région de la Transylvanie, donc à majorité magyar, majorité hongroise, encore une fois, revient à la Hongrie, et la ville de Uedin et la famille Brody voient débarquer donc l'armée hongroise arriver dans les rues de la ville, avec une caserne permanente qui s'installe à Uedin même. Et là, alors l'arrivée des Hongrois est bien vue, et au sein de la famille Brody, on est hongrois. Enfin, la mère, Rachel Lazar, est hongroise, et elle voyait d'un bon œil cette arrivée des Hongrois, mais les manifestations aussi d'antisémitisme
arrive de la part des soldats hongrois, se manifeste rapidement, notamment des agressions contre des personnes juives dans la rue, des humiliations, papillotes, aussi c'est évoqué dans le livre d'Élisabeth, papillotes coupées en place publique. Voilà. Et avec un changement, avec une évolution aussi, où là, à l'école, la séparation dorénavant est faite entre élèves juifs et élèves non juifs. À noter que la famille Brody donc, va se retrouver dans un pays qui, à l'époque, a la législation antisémite, la législation anti-juive la plus sévère d'Europe, avec une définition de qui est juif qui est encore plus restreinte, plus stricte que celle définie par l'État nazi, par l'État allemand de l'époque, une sorte de surenchère de la part des dirigeants hongrois par rapport à leurs alliés, allemands. La situation va devenir compliquée, Menahem va perdre son emploi et dès l'année 1940, quelqu'un d'autre de la communauté juive de Udine va prendre son poste. Et donc c'est de petits boulots et y compris les enfants sont sollicités pour des tâches diverses et essayer de ramener de l'argent à la maison. Une première épreuve très contraignante va toucher la famille, c'est l'année suivante, au printemps 1941, sans explication et avec quelques autres familles de Udine, mais pas toutes les familles juives. La famille Brody est arrêtée, donc les 2 parents et les 5 enfants sont arrêtés et emmenés dans un train de passagers, un train de voyageurs, en direction de Budapest, pour y être dans un premier temps enfermé dans une prison pendant une quinzaine de jours, un enfermement, enfin on peut dire un semi-enfermement, les cellules restent ouvertes, on peut circuler à l'intérieur de la prison, mais voilà, et sans explication particulière, sauf le fait que Menahem se retrouve donc à travailler, à devoir travailler à l'extérieur de la prison, employé donc au service, une forme de service du travail obligatoire. Menahem, lui, étant dans une situation administrative un peu particulière, quand il était donc originaire, je l'ai dit tout à l'heure, de Tchécoslovaquie, venu s'installer en Roumanie, donc après le mariage avec Rachel, il n'avait pas éprouvé le besoin de demander la nationalité roumaine, et donc vivant dans une région qui, à partir de 1940, se retrouve en Hongrie, il est en situation d'apatride. Or, en 1941, alors ça, Élisabeth le comprendra, le saura beaucoup plus tard, bien sûr, beaucoup de juifs apatrides en Hongrie commencent à être arrêtés, déportés, mais pour être envoyés à l'extérieur de la Hongrie, direction l'Est. On est en cette année 1941, donc l'année de l'offensive des pays de l'Axe contre l'URSS, et à partir de l'été 41, le début des exécutions massives par balles à l'arrière du front de l'Est. Et voilà, il est bien établi maintenant. Enfin, on sait qu'à partir de juillet 1941, au mois d'août 1941, sur le site dans l'ouest de l'Ukraine, le site de Kamenets-Podolski, voilà, ainsi plusieurs juifs arrêtés en Hongrie, des juifs apatrides arrêtés en Hongrie, et ainsi des déportés avaient été exécutés. Donc la famille Brody, elle, heureusement, n'a pas subi à ce moment-là, ce sort-là, et s'est retrouvée donc à Budapest. 15 jours donc passés en prison pour ensuite se retrouver regroupés avec beaucoup d'autres, environ 300 personnes, dans une grande villa, une grande demeure qui appartenait au Joint, cet organisme d'entraide américain
organisme juif d'entraide américain qui avait été créé lors de la Première Guerre mondiale et qui possédait plusieurs maisons ainsi sur Budapest. Et la famille Brody donc, va être assignée à résidence avec donc bien d'autres familles là dans cette vaste villa, là aussi en semi-surveillance. La gendarmerie hongroise est là dans cette maison pour surveiller les familles ainsi réunies. Possibilité de sortir 1 ou 2 heures dans la journée. La famille Brody avait les membres de sa famille qui étaient dans la capitale. Et Elisabeth allait leur rendre visite. Voilà, un enfermement ainsi qui dure jusqu'à l'automne, jusqu'à la fin de l'automne 1941, et la possibilité pour la famille de revenir à Udine, de rentrer à Udine. Elisabeth explique que la raison principale était que la maison coûtait trop cher, enfin cette grande demeure coûtait trop cher à gérer pendant l'hiver, notamment en termes de chauffage, pour continuer à être occupés. Et donc, les gens étaient renvoyés chez eux. Enfin, pendant ce séjour, Elisabeth voyait partir fréquemment. On venait chercher par camion des familles dont on n'entendait pas parler, sans plus parler par la suite, sans savoir ce qu'il advenait d'eux. Là aussi, c'est plus tard, donc Elisabeth apprendra donc ces déportations soit vers l'Ukraine, ou soit déjà à l'époque vers Auschwitz. Même chose l'année suivante, en 1942, même scénario au printemps 42, de nouveau. La famille est arrêtée et puis renvoyée au même endroit, alors là directement dans cette même villa. Et lors du premier retour, Ménaren n'avait pas suivi, il avait dû rester sur Budapest et continuer à être employé au service obligatoire, du travail obligatoire. Et ça continue donc pendant l'année 1942. Et voilà, la famille passe un deuxième printemps et un deuxième été dans cette résidence, de façon surveillée. Et toute la famille là rentre à Udine en 1942, à l'automne 1942, Ménaren compris. Et là ça va être pendant 1 an et demi, la famille va vivre difficilement en essayant de se faire employer à droite et à gauche. Elisabeth fait des travaux de couture chez des particuliers. Les 2 garçons les plus âgés, Léopold et Alexandre, travaillent sur des différentes exploitations agricoles autour de Udine, ce qui permet de ramener un petit peu de nourriture aussi à la maison. Bon, j'avance dans le récit, le grand tournant, c'est bien sûr le printemps 1944. Vous le savez, là, à ce moment-là de la guerre, donc très mal engagée pour l'Allemagne nazie. La dernière principale communauté juive restante en Europe est celle de Hongrie, environ entre 800 et 900 000 personnes, ce qui représente à peu près 5% de la population hongroise. Donc qui constitue la dernière grande communauté juive en Europe, et que les nazis décident d'envoyer à la mort le plus rapidement possible. C'est une opération éclair menée par Eichmann lui-même, qui arrive à Budapest au mois de mars 1944, et avec des conséquences qui vont être immédiates pour la famille d'Elisabeth, donc qui vit donc dans une de ces régions qui va se retrouver, où les Juifs vont se retrouver réunis, parqués dans différents ghettos, des ghettos provisoires,
le temps d'organiser les convois au départ d'Auschwitz, une opération qui va être menée très rapidement entre le mois de mai et le mois de juillet 1944. On est et les repères chronologiques dans le récit d'Elisabeth sont encore plus vrais dans celui qu'a fait aussi donc son frère Shlomo, se font beaucoup par rapport aux fêtes religieuses du calendrier, et on est juste au lendemain de Pessah 1947, fin avril 44, pardon, fin avril 1944. Et la famille, comme toutes les familles juives de Védine, sont réunies dans les différentes synagogues. L'opération est organisée en 2 jours, seulement pour être convoyée, pour être emmenée au ghetto qui vient d'être créé par les autorités hongroises et les SS, donc, qui sont présents là, depuis ce printemps en Hongrie, à Cluj. Donc, où la famille Brody va retrouver une partie de la famille, vit dans cette ville, de la famille, pardon, du côté aussi bien de la mère que du père, vit dans cette ville de Cluj. Et parmi les quelques 20 000 personnes qui vont passer par ce ghetto, donc plusieurs noyaux, voilà, les 7 personnes de la famille Brody que nous suivons, plus d'autres membres de cette famille, vont se retrouver dans ce ghetto. Ils vont y passer 4 semaines. Ils vont y rester 4 semaines avant donc d'être déportés à leur tour à Auschwitz-Birkenau. Elisabeth avait bien la mémoire des dates, et on a pu estimer, avec un voyage qui a duré entre Cluj et puis Auschwitz, qui a duré 4 jours et 4 nuits, donc en direction du nord, vers Auschwitz, et avec une arrivée à Auschwitz qui s'est faite dans la nuit du 1er au 2 juin 1944. L'historien Raoul Hilberg, dans un de ses écrits, a estimé que c'était ce jour-là, le 1er juin, qu'il y a eu le plus grand nombre de déportés, 20 000 ce jour-là, qui sont arrivés sur la Bahnrampe à l'intérieur du camp de Birkenau. Là intervient le moment qui est le plus marquant. J'ai assisté à l'écriture de ce livre. Reprend un témoignage, le témoignage que j'ai entendu de façon orale et auquel j'ai pu participer à plusieurs reprises avec Elisabeth, une bonne quarantaine de fois. Et à chaque fois le plus souvent, il s'agissait d'interventions devant des scolaires, devant des élèves. Et le moment le plus poignant à chaque fois était le récit de cette arrivée à Auschwitz, à Birkenau, en pleine nuit, où Elisabeth, où pendant le voyage, la famille avait pu rester dans le même wagon ensemble, et où l'arrivée est très brutale, où la séparation se fait très rapidement, et avec le récit de la séparation d'Elisabeth avec sa mère et sa petite sœur, où dans un premier élan, toutes les 3 sont dirigées vers la direction de ceux qui vont aller vers les chambres à gaz, et qu'un SS demandant son âge à Elisabeth, et puis demandant si sa petite sœur était son enfant. Elisabeth, machinalement répondant que non, qu'il s'agissait de sa sœur, le SS pousse Elisabeth vers l'autre file. Elisabeth a alors 20 ans. Et donc se retrouve séparée brutalement de sa mère et de sa sœur sur la Bahnrampe. Et ce passage est vraiment déchirant dans le livre. Et lorsque Elisabeth l'évoquait, le racontait bien sûr lors de ces témoignages devant les élèves, l'émotion à chaque fois était à son comble.
Elisabeth va rester 4 mois, excusez-moi, 4 mois à l'intérieur du camp de Birkenau. À un moment, on est en cet été 44, hein, où Auschwitz-Birkenau est plein. C'est environ 100 000 détenus qui sont présents dans le camp. Il va passer 4 mois à ne rien faire, à ne pas être employé, à chercher surtout à survivre au quotidien. Elisabeth était très pudique dans tout le temps que j'ai pu passer avec elle à l'interroger, et son récit à l'écrit est marqué par une très grande pudeur, en évitant de présenter, d'évoquer des choses terribles, des choses dures qu'elle a dû voir, qu'elle a dû vivre. Et le récit de ces 4 mois passés à Birkenau est surtout marqué par le fait de souligner la solidarité qui existait entre les femmes avec les autres femmes avec lesquelles elle était internée. Elle va croiser lors de cette détention des cousines ou des amis qu'elle avait à Udine, l'entraide pour des choses très simples, hein, pour la nourriture au quotidien, pour se protéger les unes les autres lorsque l'une est faible ou est en difficulté, notamment lors des longues heures d'appel où il faut éviter de montrer des signes de faiblesse pour ne pas être repéré. Elisabeth ainsi va profiter elle-même de cette solidarité. Elle va tomber malade pendant ces 4 mois. Elle va, défaut de carence de vitamines, d'apport nutritif évidemment, qui vont l'amener tout en restant dans la partie du camp où elle était enfermée, dans un bloc qui servait d'infirmerie, et où elle va passer 15 jours. Elle raconte comment, lors de ce passage à cette infirmerie, elle a la visite, les occupants ont la visite du docteur Mengele, venant faire une sélection parmi les malades, et une de ses voisines de couchage est emmenée par Mengele, et elle ne l'a pas revue par la suite. Elle va avoir, pendant sa présence à l'infirmerie, elle va avoir la visite à distance de l'un de ses frères, Alexandre et Léopold, ainsi que leur père, avaient été à la descente du train, avaient été sélectionnés pour être gardés pour le travail. Et Léopold va être affecté à la partie de ce que les détenus ont appelé le Canada, cette partie du camp où étaient entreposées les affaires volées, les affaires regroupées des déportés arrivés dans le camp, et avec, pour les membres des commandos de détenus qui travaillaient dans cette partie du camp, une liberté de déplacement dans l'enceinte de Birkenau. Et donc, Léopold, qui est venu rendre visite à 2 reprises, qui a eu la possibilité de voir à 2 reprises sa sœur Elisabeth, et à chaque fois de lui apporter des petits objets, une paire de chaussures, un foulard, un peigne. Elisabeth insiste, ça a été évoqué dans le précédent témoignage, aussi l'importance des chaussures à Auschwitz. Son frère va lui faire passer de bonnes paires de chaussures de montagne, qui lui a été très utile par la suite. Alexandre, le deuxième frère, donc, oui. Montrer, Willy, je ne sais pas si Myriam, Florence et Rosemary souhaitent aussi dire quelques mots.